Bonjour à tous, merci d'être venus assister à la restitution des travaux réalisés au cours de ma thèse qui s'intitule « Approche comparée, intégrée et spatialisée pour la gestion d'une ressource emblématique exploitée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le cas du bénitier Tridacna maxima ». Alors, la présentation va s'organiser en 4 parties avec une introduction générale qui mènera aux 2 axes de recherche abordés au cours de cette thèse et une conclusion qui reprendra les principaux éléments et mènera vers des perspectives de recherche et de gestion. Alors, le bénitier, Tridacna maxima, est un mollusque bivalve de la famille des Cardiidés et de la sous-famille des Tridacnénés. À ce titre, il présente un cycle de vie complexe avec une phase larvaire pélagique dont la période de précompétence est d'environ 10 jours. C'est-à-dire qu'environ 10 jours après fécondation, la larve est capable de se fixer lorsqu'elle rencontre un substrat favorable. La phase adulte est en revanche sessile. Toutefois, le bénitier présente un certain nombre de caractéristiques assez atypiques pour un bivalve. D'abord en termes de nutrition, il est filtreur, mais il est également en symbiose avec des zooxanthelles qui lui fournissent plus de la moitié de son énergie via la photosynthèse. Le bénitier au sens large peut donc être considéré mixotrophe. Une autre caractéristique atypique de Tridacna maxima est qu'il est hermaphrodite fonctionnel protendre, c'est-à-dire qu'il est d'abord mâle, puis possède les 2 sexes en même temps le reste de sa vie. Alors voici une carte de répartition de Tridacna maxima. C'est une espèce qu'on peut trouver du Pacifique central à droite jusqu'en mer Rouge, mais avec des densités contrastées entre sites. Et notamment au sein du Pacifique, on peut observer un gradient de densité avec des densités de l'ordre de quelques individus par hectare dans le Pacifique ouest et des densités généralement supérieures à un individu par mètre carré dans le Pacifique central. Alors déterminer la cause de ces différences est une tâche difficile puisque beaucoup de facteurs sont impliqués et souvent corrélés à plusieurs échelles. Par exemple, en termes d'isolement, si je zoome sur une partie du Pacifique ouest, ici la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu, on peut voir que cette zone est caractérisée par une diversité d'états de fragmentation des récifs, avec des récifs qui sont quasiment continus le long de la Grande Terre et des récifs plus isolés, par exemple les îles Loyauté, les Chesterfield à l'ouest ou encore l'archipel du Vanuatu à l'est. Le Pacifique central, en revanche, est essentiellement constitué d'archipels fragmentés. Et certaines îles sont très isolées. Ici, je prends l'exemple de la Polynésie française avec Tubuai, une île de l'archipel des Australes au sud de Tahiti, et Tatakoto, un atoll des Tuamotu, environ 2000 km à l'est de Tahiti. À titre d'exemple, cette figure illustre l'ensemble des récifs qui sont présents dans un rayon de 200 km autour de Nouméa, à gauche, de Tubuai et de Tatakoto à droite. Il existe un certain nombre de récifs autour de Nouméa, tandis que Tubuai et Tatakoto sont beaucoup plus isolés avec quasiment aucun autre récif aux alentours. Donc à cette échelle, on peut penser que le fonctionnement des populations va être influencé par ces différences d'isolement. En particulier en Nouvelle-Calédonie, les échanges d'individus au sein de la zone, la connectivité des populations va jouer un rôle prépondérant dans la dynamique des populations. Alors qu'à Tubuai et Tatakoto, en revanche, beaucoup plus isolés, la connectivité avec les lagons alentours aura une importance moindre dans la dynamique des populations. À une échelle spatiale plus fine, cette figure présente les structures géomorphologiques des 3 sites, avec en gris foncé la terre et en gris clair les récifs. À Nouméa, la barrière récifale est éloignée du rivage et constituée de récifs submergés, fragmentés par des passes. À Tubuai, le lagon est beaucoup plus restreint et sous forte influence océanique, via des récifs submergés et des passes. À Tatakoto, il s'agit d'un atoll semi-fermé, il n'y a aucun contact entre le lagon et l'océan dans toute sa partie nord. Les échanges se font dans la partie sud via des chenaux peu profonds qu'on appelle les hoa. Alors, Tridacna maxima est présent dans ces 3 lagons, mais avec des densités contrastées, de l'ordre de quelques individus par hectare en Nouvelle-Calédonie, de l'ordre de 1 individu par mètre carré à Tubuai, et des densités qui ont pu aller jusqu'à plusieurs centaines d'individus par mètre carré à Tatakoto en 2004. Une analyse bibliographique réalisée sur 59 études au niveau de 172 sites
montrent que ces 3 lagons sont assez représentatifs de ce qui est reporté dans le Pacifique. Ici, vous avez la densité de Tridacna maxima pour différents types de récifs, du plus fermé à gauche au plus ouvert à droite. En général, les densités sont plus élevées dans les atolls fermés et semi-fermés. Et enfin, à l'échelle intralagonaire, Tridacna maxima peut être trouvé fixé sur une diversité de substrats. Il peut s'agir de la dalle récifale sur les platiers ou les crêtes récifales. Il peut s'agir de coraux branchus directement dans les zones à très fort recouvrement corallien. Il peut s'agir aussi de coquilles de bénitier adultes dans les zones à forte densité. Alors, hormis sa dépendance vis-à-vis de la lumière et donc de la profondeur, Tridacna maxima est relativement ubiquiste et on peut le trouver dans une diversité d'environnements, comme au niveau de ces 3 paysages marins, ici au sein d'un même lagon, le lagon de Tatakoto. Au-delà des contextes naturels, on peut trouver Tridacna maxima dans une diversité de contextes anthropiques. Le bénitier fait depuis longtemps l'objet d'une exploitation traditionnelle. Vous avez ici à gauche une collecte de bénitier à Napuka, en Polynésie française. À droite, l'utilisation des coquilles de bénitier comme objet décoratif en Nouvelle-Calédonie. Et en bas, l'utilisation de la chair de bénitier comme source de nourriture en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, des brochettes de bénitier. En plus de cette exploitation traditionnelle, s'ajoute depuis quelques décennies une exploitation commerciale, mais qui n'est pas homogène le long de son aire de répartition. Par exemple, plusieurs tonnes de chair de bénitier sont expédiées chaque année de Tatakoto et de Tubuai vers Tahiti. En revanche, Tridacna maxima n'est pas la cible des pêcheurs en Nouvelle-Calédonie, où d'autres espèces plus grosses sont présentes. Les bénitiers sont listés sur la Convention de Washington, et leur commerce international est donc strictement contrôlé par la CITES. Et la CITES motive les États signataires à mettre en place des plans de gestion locaux. En Polynésie française, par exemple, une zone de pêche réglementée a été mise en place à Tatakoto, dans la partie est du lagon, où les densités pouvaient s'élever à plusieurs centaines d'individus par mètre carré en 2004. Par ailleurs, des techniques de collectage de bénitiers et d'élevage, de collectage de naissains et d'élevage de bénitiers ont été mises en place dans certains lagons à fort potentiel de recrutement, comme ici à Tatakoto. Une réestimation des stocks en 2012 à Tatakoto met en évidence une mortalité massive de bénitiers, en particulier dans la zone de pêche réglementée. Les 2 images présentent la zone avant et après la mortalité. La cause de cette mortalité est inconnue, mais l'hypothèse la plus vraisemblable pour le moment est qu'une période prolongée de faible houle et de faible vent en provenance du sud-sud-est a provoqué un isolement du lagon. Cet isolement du lagon, associé à des fortes températures, a pu provoquer un dérèglement de ses paramètres physiques et biologiques. En résumé, la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu, Tubuai et Tatakoto représentent 3 contextes naturels et anthropiques différents pour Tridacna maxima. Dans la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu, la connectivité des populations est un processus qui ne peut pas être négligé dans la dynamique des populations, et les densités sont faibles. À Tubuai et Tatakoto, les lagons sont plus isolés, et on est là dans un contexte halieutique avec des fortes densités fortement exploitées. Tubuai et Tatakoto présentent également des différences en termes d'environnement lagonaire, puisque Tubuai est une île haute, tandis que Tatakoto est un atoll semi-fermé, où une mortalité massive de bénitiers a été observée. Au vu de ces observations, on peut se demander dans quelle mesure la diversité des contextes naturels et anthropiques rencontrés peut influencer la dynamique des populations de Tridacna maxima. L'objectif de ma thèse est donc de caractériser la dynamique des populations de Tridacna maxima et les facteurs qui la contrôlent dans des contextes contrastés de conditions environnementales, de pression de pêche et de gestion. Au vu de la diversité des contextes naturels et anthropiques rencontrés, la problématique se scinde en 2 axes de recherche, fondamentalement différents mais complémentaires. Dans un premier cas, je vais me placer dans le contexte de faible densité, peu exploité, au niveau du Pacifique Ouest. Je vais m'appuyer sur la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu, où la connectivité des populations est au centre de la problématique. Dans ce cas, l'objectif sera d'évaluer quels facteurs influencent la connectivité des populations dans la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. Et dans un deuxième temps, je vais cette fois me placer dans le cas de forte densité, fortement exploitée,
au niveau des lagons isolés du Pacifique central. Je m'appuyais sur les lagons de Tatakoto et de Tubuai en Polynésie française, qui présentent des environnements différents. Et dans ce cas, l'objectif est d'évaluer dans quelle mesure les différences d'environnement lagonaire génèrent des dynamiques de population différentes entre Tatakoto et Tubuai. Ces deux axes de recherche représentent deux approches de gestion différentes pour une même espèce en fonction des contextes naturels et anthropiques. Je présente d'abord mes travaux relatifs à l'axe 1, qui est d'évaluer quels facteurs influencent la connectivité des populations de bénitiers dans la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. L'hypothèse sous-jacente est que les facteurs environnementaux influencent la dispersion larvaire, et la dispersion larvaire influence la connectivité des populations. Alors, il existe deux types de connectivité des populations. La connectivité démographique, qui correspond au flux d'individus à l'échelle d'une génération et son influence sur la dynamique des stocks. Elle résulte directement de la dispersion larvaire, mais ces deux processus sont difficiles à quantifier sur le terrain. La connectivité génétique peut être appréhendée plus facilement avec des marqueurs génétiques, mais elle intègre la dispersion larvaire sur plusieurs générations. Dans une certaine mesure, la connectivité génétique peut fournir des informations sur la dispersion larvaire et sur la connectivité démographique. Évaluer l'influence des facteurs environnementaux sur la connectivité génétique, c'est une approche assez récente en milieu marin, qui s'appelle la génétique du paysage, et plusieurs modèles ont été proposés pour le moment. Le premier modèle, sans doute le plus simple, considère que la distance génétique est fonction de la distance géographique. C'est le modèle d'isolement par la distance, IBD. Supposons qu'on échantillonne les bénitiers au niveau de 3 parcelles d'habitat, A, B et C. Alors ce modèle suggère que les parcelles A et B seront plus proches génétiquement parce qu'elles sont plus proches géographiquement. Et pour une espèce qui possède une phase larvaire pélagique, comme le bénitier, la vitesse et la direction des courants peut aussi influencer la connectivité. C'est le modèle IBDOD. Pour reprendre l'exemple, si les courants moyens sont orientés du sud vers le nord-ouest, alors les parcelles A et C sont sans doute plus proches génétiquement, malgré leur éloignement géographique. Et plus récemment, certaines études suggèrent que l'état de fragmentation des habitats peut aussi influencer la connectivité des populations. Si je représente en gris les parcelles d'habitat favorables, pour qu'il y ait échange de matériel génétique entre les parcelles A et B, les larves doivent traverser toute la distance. Les parcelles A et C, en revanche, sont séparées par un continuum d'habitat favorable. Même s'il ne peut pas y avoir d'échange directement entre A et C, il peut y en avoir indirectement via les parcelles intermédiaires. Et enfin, au lieu de considérer l'absence ou la présence d'habitat favorable, on peut rendre le modèle un peu plus complexe en prenant en compte l'hétérogénéité spatiale des stocks, c'est-à-dire les différences de taille de population entre les parcelles d'habitat. Pour évaluer l'influence de ces différents facteurs sur la connectivité génétique, j'ai établi un protocole en 4 étapes. La première étape consiste à établir des parcelles d'habitat sur la base d'une cartographie d'habitat spécifiquement mise en place pour Tridacna maxima. Alors pour des raisons pratiques en modélisation, la cartographie continue d'habitat est agrégée en parcelles d'habitat d'environ 30 km de côté. Et les densités par habitat disponibles dans la littérature permettent de calculer l'abondance de bénitiers par parcelle. Sur la figure ici à droite, chaque cellule représente une parcelle d'habitat et la couleur représente l'abondance de bénitiers au sein de ces parcelles. Remarquez que les abondances de bénitiers sont plus faibles dans la partie sud-est de la zone. La deuxième étape était de simuler la dispersion larvaire. J'ai d'abord considéré 3 types de modèles d'isolement par la distance, IBD, qui considèrent donc une diminution de la probabilité de dispersion en fonction de la distance géographique. Le modèle IBD1 considère que la distance de dispersion n'excède jamais 150 km. Le modèle IBD3, en revanche, considère que la distance de dispersion peut s'étendre bien au-delà. Dans un deuxième temps, j'ai considéré que les courants océaniques pouvaient aussi influencer la dispersion, selon le modèle IBDOD. Dans ce cas, le modèle régional de circulation océanique a été utilisé pour simuler des événements de dispersion larvaire. Par exemple, si plusieurs milliers de larves sont émises
à partir de la parcelle ici en rouge au Vanuatu, alors aucune ne peut atteindre les côtes calédoniennes à l'issue de la période de précompétence. Par contre, un certain nombre de larves peuvent atteindre les îles Loyauté les jours suivants, au prix d'une plus grande mortalité. À l'issue des simulations, il est possible d'identifier les parcelles d'habitat susceptibles de recevoir des larves en provenance du point d'émission. Et il est possible de quantifier ces échanges. Que ce soit donc pour le modèle IBD ou IBDOD, j'ai pu établir des matrices de connectivité. Comme ici, où la couleur représente la probabilité de dispersion entre paires de parcelles d'habitat. Par exemple, lorsqu'on considère un modèle d'IBD3, si des larves sont émises à partir du Vanuatu, alors elles ont davantage de probabilité de se fixer au niveau de parcelles au sein du Vanuatu qu'au niveau de parcelles localisées en Nouvelle-Calédonie. Elles n'ont quasiment aucune chance de se fixer au niveau de parcelles localisées au Chesterfield. Alors comment cette dispersion larvaire est transcrite en connectivité génétique? J'ai utilisé un modèle de projection matricielle, celui de Cool-et-al. En 2010. Le modèle est initialisé avec une matrice de fréquence allélique distribuée aléatoirement entre les parcelles d'habitat. Ici, vous avez la matrice de distance génétique correspondante. À chaque pas de temps, les fréquences alléliques attendues correspondent aux fréquences alléliques des adultes déjà présents le pas de temps précédent, modulées par l'arrivée de larves immigrantes. Et la barre horizontale représente une étape de normalisation qui permet de maintenir les fréquences alléliques entre 0 et 1. Au fil des événements de dispersion larvaire, les fréquences alléliques sont progressivement homogénéisées entre paires de parcelles d'habitat. Et l'objectif du modèle est d'identifier quelles paires de parcelles sont homogénéisées plus rapidement que les autres. Par exemple, lorsqu'on considère un modèle IBD2, des distances génétiques élevées sont attendues entre le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et les Chesterfield, mais des distances génétiques faibles sont attendues au sein du Vanuatu, au sein de la Nouvelle-Calédonie et au sein des Chesterfield. Pour évaluer l'influence de l'hétérogénéité spatiale des stocks sur la connectivité génétique, j'ai réalisé des simulations en prenant en compte l'hétérogénéité spatiale des stocks ou au contraire en fixant la même taille de population pour toutes les parcelles. Et de même, pour évaluer l'influence de l'état de fragmentation des habitats sur la connectivité génétique, j'ai réalisé des simulations en prenant en compte toutes les parcelles d'habitat ou en ne prenant en compte qu'une partie des parcelles d'habitat, à savoir celles qui ont été échantillonnées génétiquement. Ça nous amène à la dernière étape, l'étape de validation génétique. Les structures génétiques simulées ont été comparées à la structure génétique observée. La structure génétique observée a été mise en place par Cécile Fauvelot et son équipe à l'IRD de Nouméa. Elle a été utilisée dans le cadre de ma thèse uniquement pour valider ou invalider le modèle. Les distances génétiques simulées ont été comparées aux distances génétiques observées à l'aide d'un coefficient de corrélation de matrice. Lorsqu'on considère un modèle d'isolement par la distance, IBD, considérer des distances de dispersion restreintes, modèle IBD1 et IBD2, fournit des meilleures corrélations entre les structures génétiques simulées et observées. Au contraire, considérer des distances de dispersion étendues, modèle IBD3, ne permet pas d'expliquer les structures génétiques observées. Ces résultats suggèrent que la distance de dispersion de Tridacna maxima dans la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu est sans doute restreinte aux courtes distances et généralement inférieure à 300 km. Lorsqu'on prend en compte les courants océaniques, selon le modèle IBDOD, les corrélations sont également plus faibles et suggèrent que le modèle biophysique ne représente que partiellement ce qui se passe en réalité. Alors ça peut provenir de plusieurs choses. D'abord, les courants lagonaires ont été négligés dans le modèle, seuls les courants océaniques ont été pris en compte. Ensuite, le comportement migratoire des larves reste très simple dans le modèle. Les petits mouvements horizontaux et verticaux des larves ont été négligés. Et enfin, l'habitat a pour l'instant été défini sur la base de la phase adulte uniquement, et l'habitat relatif à la phase larvaire, tel que des différences de propriétés physiques ou biologiques de la colonne d'eau, ont été négligés. Donc ça, ce sont des éléments qui devront être pris en compte pour une modélisation spatiale plus fine. Quoi qu'il en soit, que l'on considère un modèle d'IBD ou d'IBDOD, lorsqu'on ne prend pas en compte l'hétérogénéité spatiale des stocks, ce sont les barres en gris,
les corrélations sont plus faibles. Et suggère que prendre en compte l'hétérogénéité spatiale des stocks est nécessaire pour appréhender les patrons de connectivité génétique. Et de même, lorsqu'on ne prend pas en compte toutes les parcelles d'habitat, ce sont les barres blanches, les corrélations sont plus faibles. Donc prendre en compte l'état de fragmentation des habitats est nécessaire pour comprendre les patrons de connectivité génétique. En conclusion, pour ce premier axe, l'objectif était d'évaluer quels facteurs influencent la connectivité des populations de bénitiers dans la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. J'ai pu mettre en évidence que considérer l'état de fragmentation des habitats et l'hétérogénéité spatiale des stocks est nécessaire pour appréhender les patrons de connectivité. Je présente maintenant mes travaux relatifs au deuxième axe, donc dans un contexte halieutique de forte densité, fortement exploité, au niveau de deux lagons différents, Tatakoto et Tubuai. Et dans ce cas, l'objectif était d'évaluer dans quelle mesure les différences d'environnement lagonaire génèrent des dynamiques de population différentes entre Tatakoto et Tubuai. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur un modèle de dynamique des populations. C'est un modèle qui permet de simuler les effectifs, les abondances de bénitiers au cours du temps, en fonction de ces différents paramètres biologiques propres aux bénitiers. Alors le modèle se décompose en plusieurs éléments. À chaque pas de temps, les effectifs par classe de taille correspondent aux effectifs déjà présents le pas de temps précédent, mais modulés par une matrice A, qui intègre la croissance et la mortalité naturelle. À ces effectifs s'ajoutent les nouvelles recrues, R, et auxquelles sont retranchés les bénitiers prélevés par la pêche, P. Cette partie se décompose en trois étapes. Dans la première étape consiste à obtenir les informations nécessaires à la paramétrisation du modèle. La deuxième étape consistera à intégrer ces informations dans le modèle et la dernière étape consistera à utiliser le modèle pour répondre à la question. Les effectifs initiaux sont paramétrés sur la base des estimations de stock in situ en 2004, tandis que les estimations de densité de 2010 à 2014, dont une partie a été réalisée au cours de ma thèse, permet de valider ou invalider le modèle. Alors à Tatakoto, les densités de bénitiers ont diminué de 2004 à 2012 et ont continué à diminuer jusqu'en 2013. À Tubuai, en revanche, les densités de bénitiers sont restées relativement stables au cours de la décennie. La croissance et la mortalité naturelle ont été paramétrées sur la base du suivi d'individus marqués. Pour obtenir des résultats représentatifs de chaque lagon, l'analyse se base sur 7 stations à Tubuai, localisées au niveau des platiers ouest, platiers sud et crêtes sud, et au niveau des massifs lagonaires de l'est. À Tatakoto, l'analyse se base sur 9 stations, 7 sont localisées dans le lagon ouest et 2 sont localisées dans la zone de pêche réglementée à l'est. Alors à Tubuai, les bénitiers sont fixés au substrat et sont relativement parsemés. Donc des transects permanents ont pu être établis, le long desquels les bénitiers sont repérés par leur position le long du transect et leur couleur. À Tatakoto, les bénitiers sont en plus forte densité, souvent agrégés et soumis à des petits déplacements car fixés sur le substrat instable. Donc les bénitiers ont été marqués à l'aide d'un identifiant collé sur la face externe de leur coquille. Les bénitiers marqués à chaque station ont été contrôlés 2 fois par an pour calculer un taux de croissance, calculé comme l'accroissement en longueur divisé par le nombre de jours de suivi, et un taux instantané de mortalité naturelle, M, calculé sur la base d'une équation qui relie M au nombre de survivants. Voici les résultats du taux de croissance en fonction de la longueur de la coquille à gauche, pour Tatakoto en rouge et Tubuai en noir. Vous pouvez constater une grande variabilité qui est due à l'intervalle de temps court entre les mesures, 6 mois en général, comparé à la vitesse de croissance du bénitier et à sa durée de vie, plusieurs décennies. Quoi qu'il en soit, si on considère que nos échantillons obéissent au modèle de croissance de von Bertalanffy, largement utilisé dans la littérature, alors les paramètres de ce modèle peuvent être calculés en considérant une diminution linéaire du taux de croissance en fonction de la longueur de la coquille. Et dans ce cas, des courbes de croissance sensiblement différentes
sont obtenus entre Tatakoto et Tubuai. Voici les résultats du taux de mortalité naturel en fonction de la longueur de la coquille à Tatakoto à gauche et Tubuai à droite. La courbe noire représente l'effort d'échantillonnage en nombre d'individus suivis. La mortalité naturelle est plus élevée à Tatakoto comparée à Tubuai, et en particulier pour les petits individus. Alors la cause de ces mortalités est indéterminée, mais parmi les causes potentielles, on peut citer la prédation, qui peut être plus élevée à Tatakoto, le substrat instable, qui peut affecter la survie des bénitiers à Tatakoto, ou encore des différences de paramètres physiques ou biologiques de l'eau entre les deux sites. Et si on regarde à l'échelle intralagonaire, voici les taux de mortalité naturelle pour les différentes stations à Tatakoto. La mortalité naturelle est plus faible au niveau des stations 15 et 21, qui sont toutes les deux localisées à proximité des Hoa. Les Hoa sont la seule connexion entre le lagon et l'océan. Ces résultats supportent l'hypothèse qu'une période prolongée d'isolement peut affecter la survie des bénitiers. Le recrutement a été paramétré sur la base d'un mixte de paramètres estimés in situ et de paramètres estimés via modélisation. Au sein d'une unité spatiale considérée, au sein du lagon, le nombre de recrues est modélisé selon une loi de Poisson, dont l'espérance est calculée comme le nombre de recrues produites au sein du lagon, et dont seule une proportion se fixe dans l'unité spatiale considérée. La proportion de recrues du lagon qui se fixe dans l'unité spatiale considérée, R unité sur R lagon, est calculée sur la base des estimations de stock in situ. Par exemple, à Tatakoto, une plus grande proportion de petits bénitiers a été observée dans la zone de pêche réglementée comparée au reste du lagon. Le ratio R unité sur R lagon est donc plus élevé pour la zone de pêche réglementée. Alors, cette relation a été estimée sur la base des individus entre 2 et 4 cm, parce que le nombre d'individus inférieur à 2 cm est par expérience biaisé par la difficulté de les observer. Le nombre de recrues produites au sein du lagon est également décomposé, comme le stock, multiplié par une matrice de contribution relative des classes de taille à la reproduction, grand F, et multiplié par le nombre de recrues au temps T plus 1 par individu au temps T, que j'appelle la fertilité, petit f. La contribution relative des classes de taille à la reproduction est calculée sur la base d'une part de la masse de la gonade. Vous avez ici une gonade de bénitier coupée dans sa longueur. La masse de la gonade inclut la masse digestive, ici en marron, qui ne peut pas être séparée facilement de la gonade. Et d'autre part, sur la base de la proportion de tissu mâle et femelle dans la gonade. Ici, vous avez une coupe histologique de gonades de bénitier. Les parties foncées sont les parties mâles et les grandes cellules sont les ovocytes. La fertilité, petit f, regroupe un grand nombre de processus, comme la gamétogénèse, l'émission des gamètes, la rencontre des gamètes, la rétention larvaire ou encore la survie larvaire. Sa valeur est donc inconnue. Elle est estimée par le modèle de façon à maximiser l'adéquation entre les densités simulées et les densités observées. Enfin, au-delà des paramètres de dynamique naturelle, le modèle incorpore également l'effort de pêche. J'ai caractérisé l'effort de pêche sur la base d'entretiens menés auprès des pêcheurs connus des autorités locales d'une part et aléatoirement dans la population d'autre part, de façon à échantillonner la diversité des modes et des habitudes de pêche qu'il est possible de rencontrer à Tatakoto et à Tubuai. À l'issue des entretiens, j'ai pu établir des indices semi-quantitatifs destinés à caractériser les outils utilisés par les pêcheurs, les tailles ciblées, les profondeurs ciblées, la fréquence des sessions de pêche ainsi que la quantité et la destination des prises. Des arbres de classification ont pu être établis à partir de ces indices de façon à regrouper les pêcheurs selon leur mode de pêche. Par exemple, à Tatakoto, j'ai pu établir 3 groupes de pêcheurs, les pêcheurs de classe C1, C2 et C3. Les pêcheurs de classe C1 sont ceux qui ciblent des bénitiers de grande taille, en grande quantité et de façon régulière. Les pêcheurs de classe C3 ciblent des bénitiers de plus petite taille, en plus faible quantité et de façon plus occasionnelle. Les entretiens ont également permis d'établir des cartes d'effort de pêche. Par exemple ici, la carte d'effort de pêche des pêcheurs de classe C1 à Tatakoto.
l'effort de pêche exprimé en proportion de pêcheurs visitant la zone est plus élevé dans la partie ouest du lagon, à proximité du village. Mais ces pêcheurs ont également la capacité d'aller visiter les zones plus éloignées. À Toubouaï, l'effort de pêche est plus équilibré au sein du lagon, puisque les habitations sont plus éparpillées tout autour de l'île et les pêcheurs ont tendance à aller pêcher en face de chez eux préférentiellement. Je passe à l'étape suivante. Comment ces différentes informations spatiales ont été intégrées dans le modèle? Ici, je prends l'exemple de la zone est du lagon de Tatakoto. Les différentes cartes d'informations, telles que la densité de bénitier ou encore la pression de pêche, ont été superposées afin d'obtenir une seule carte qui intègre toutes les informations. La carte obtenue est une mosaïque d'unités spatiales et chaque unité spatiale possède ses propres caractéristiques de densité et de pression de pêche. Alors cette approche par superposition de couches a été utilisée car elle permet de conserver la résolution initiale des données. Et la comparaison de cette approche avec une approche plus classique d'agrégation des données a fait l'objet d'une publication l'année dernière. Je passe à la dernière étape, comment le modèle est utilisé pour répondre à la question posée. Vous avez ici les résultats du nombre d'individus simulés par le modèle en fonction du temps à Tatakoto. Alors, le modèle étant stochastique, les courbes grises sont les résultats de 100 simulations et les courbes rouges représentent les quantiles 5, 50 et 95%. Enfin, les points noirs sont les estimations d'abondance in situ qui permettent de valider ou d'invalider le modèle. Compte tenu des paramètres considérés à Tatakoto, le modèle projette une diminution des abondances au cours du temps. Mais les abondances de 2012 sont assez mal représentées. Et de même, si on compare les densités de bénitiers observées en noir et simulées en gris, alors on peut voir que le modèle sous-estime la proportion de gros bénitiers, mais surestime la proportion de petits bénitiers. La sous-estimation de gros bénitiers résulte d'une surestimation de la mortalité naturelle, que le modèle compense en fixant une valeur de fertilité élevée. Et cette valeur de fertilité élevée entraîne une surestimation de la proportion de petits bénitiers. Donc ces résultats suggèrent que la mortalité naturelle était plus faible au début de la décennie comparée à mes marquages effectués de 2012 à 2014. Et m'ont amené à considérer d'autres scénarios. Le scénario 2 considère que la mortalité naturelle a augmenté progressivement au cours de la décennie, tandis que le scénario 3 considère que la mortalité naturelle a augmenté subitement au cours de la décennie, ce qui se traduit par une rupture dans la courbe des effectifs. Considérer une augmentation subite de la mortalité naturelle explique davantage les stocks observés, avec 55% de la variabilité observée expliquée par le modèle. À Toubouaï, en revanche, les fertilités estimées sont plus faibles et le modèle explique jusqu'à 81% de la variabilité observée. Et dans ce cas, considérer une augmentation subite de la mortalité naturelle n'explique pas davantage les stocks observés qu'une augmentation progressive de la mortalité naturelle. En résumé, le modèle suggère que la mortalité a vraisemblablement augmenté de façon subite au cours de la décennie à Tatakoto, et d'autre part que seule une fertilité plus élevée à Tatakoto qu'à Toubouaï permet d'expliquer les stocks observés. Et si on projette les stocks à plus long terme sur la base de ces résultats, donc en considérant une fertilité plus élevée à Tatakoto et une alternance de périodes favorables et défavorables pour la mortalité à Tatakoto, alors des dynamiques de population sensiblement différentes sont obtenues entre les deux sites, avec des stocks qui augmentent rapidement à Tatakoto, suivi de mortalité massive. À Toubouaï, la fertilité et la mortalité naturelle sont plus faibles et les stocks sont donc plus stables. En conclusion pour ce deuxième axe, l'objectif était d'évaluer dans quelle mesure les différences d'environnement lagonaire génèrent des dynamiques de population différentes entre Tatakoto et Toubouaï. J'ai pu mettre en évidence que la mortalité naturelle et la fertilité plus élevée à Tatakoto entraînent des stocks naturellement plus variables qu'à Toubouaï. Je passe maintenant à la conclusion de mes travaux.
L'objectif du premier axe était d'évaluer quels facteurs influencent la connectivité des populations de bénitiers dans la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu. Je peux mettre en évidence l'importance de l'état de fragmentation des habitats et l'hétérogénéité spatiale des stocks. C'est une conclusion importante car ces deux facteurs sont très rarement intégrés dans les modèles de connectivité. Et d'autre part, ces résultats suggèrent que ces deux facteurs peuvent servir de premier proxy à la connectivité des populations lorsqu'une modélisation fine des courants océaniques et lagonaires n'est pas disponible. D'autre part, mes résultats suggèrent également que la distance de dispersion était vraisemblablement restreinte pour Tridacna maxima dans la zone, généralement inférieure à 300 km. Donc, ce sont des premières indications en termes de connectivité démographique. Par exemple, deux aires marines protégées séparées de plus de 300 km ne permettent pas de maintenir une connectivité démographique entre elles. L'objectif du deuxième axe était d'évaluer dans quelle mesure les différences d'environnement lagonaire génèrent des dynamiques de population différentes entre Tatakoto et Tubuai. Je peux mettre en évidence des profils différents de croissance, mortalité naturelle et reproduction entre les deux sites, qui entraînent des stocks naturellement plus variables à Tatakoto. Alors ces résultats sont acquis pour Tridacna maxima, mais les résultats relatifs à l'axe 1 restent valables pour un grand nombre d'espèces, du moment que la durée de vie pélagique des larves et la durée de précompétence des larves restent similaires à celle de Tridacna maxima. Les résultats relatifs à l'axe 2 sont assez spécifiques à Tridacna maxima, qui diffère des autres bivalves par son mode de nutrition et de reproduction particulier. Là, d'autres analyses sont nécessaires pour déterminer si ces résultats restent valables pour d'autres bivalves, comme notamment l'huître perlière. Enfin, ces résultats ont été acquis au niveau de sites particuliers, mais ces sites sont assez représentatifs de la diversité des contextes naturels et anthropiques qu'on peut rencontrer dans le Pacifique. Par exemple, certaines caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie peuvent être retrouvées à Fidji, aux îles Salomon ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certaines caractéristiques de Tubuai peuvent être retrouvées dans une grande partie de la Polynésie et de la Micronésie. Et certaines caractéristiques de Tatakoto peuvent être retrouvées dans certains atolls de Kiribati, des îles Cook ou encore au Samoa. Alors les travaux réalisés au cours de ma thèse ouvrent la porte vers de nouvelles perspectives de recherche et de gestion. D'abord, vis-à-vis de la reproduction du bénitier, puisque le paramètre fertilité inclus dans le modèle regroupe un grand nombre de processus qui restent inconnus et pas quantifiés. Donc là, affiner les modèles de dynamique de population sera limité par le manque de données, le manque de connaissances sur la reproduction des bénitiers. Ensuite, les résultats acquis au cours de ma thèse suggèrent des profils différents de croissance, de mortalité naturelle et de reproduction entre Tatakoto et Tubuai. Et on peut se demander dans quelle mesure des processus évolutifs sont à l'origine de ces différences. En particulier, Tatakoto peut être vu comme un environnement risqué et instable. Est-ce que les bénitiers de Tatakoto sont adaptés à cet environnement? Si oui, est-ce des adaptations génétiques, ontogénétiques, ou est-ce de la plasticité phénotypique? Enfin, l'étude de la dynamique des populations a essentiellement fait l'objet d'une approche monospécifique, mais bien sûr les interactions avec les autres espèces peuvent influencer cette dynamique et il faudrait progressivement se tourner vers des approches multispécifiques, voire écosystémiques. Et ces avancées en termes de recherche n'auront d'implication en termes de gestion que si elles sont intégrées dans un processus de modélisation. Ma thèse présente une diversité de thématiques qui reflète bien cette nécessité d'avoir une vue globale sur les processus biologiques pour fournir des recommandations de gestion. Donc enfin, pour terminer, en termes de gestion, le modèle de dynamique des populations établi en Polynésie française au cours de ma thèse peut être utilisé comme outil d'aide à la décision pour les gestionnaires. J'ai commencé à tester quelques scénarios. Par exemple, cette figure permet d'appréhender l'effet d'une diminution de l'effort de pêche sur la biomasse de bénitier à Tubuai à long terme. 100% correspond à l'effort de pêche actuel, 0% correspondrait à une absence de pêche. Alors diminuer l'effort de pêche, c'est une mesure très drastique et on peut comparer à ces résultats l'effet de mesures de gestion plus acceptables, comme la mise en place d'une zone de pêche réglementée. Les courbes noires permettent d'évaluer l'influence qu'auraient différentes surfaces de zones de pêche réglementées sur les stocks à long terme.
L'ensemble de ces thématiques peuvent être vues comme des pièces de puzzle qui, une fois mises en relation, permettront de mieux comprendre le bénitier de l'échelle individuelle à l'échelle de son écosystème. Je voudrais remercier les instituts d'accueil, donc l'UMREIO et Entropie via l'UPF et l'IRD, les institutions partenaires, la DRMM, la CPS et l'IFREMER, et puis vous pour votre attention. Merci.